Bonsoir chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e entretien géopolitiquement incorrect. Et aujourd'hui, je suis particulièrement honorée et à vrai dire un peu intimidée parce que je reçois un homme qu'on ne voit que peu et pas forcément dans notre domaine de la géopolitique. C'est Laurent Laforgue qui me fait l'amitié de venir échanger avec moi. Vous êtes un grand, très grand mathématicien français, l'un de nos plus brillants esprits et naturellement d'une grande simplicité, ce qui est encore plus formidable. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure, professeur de mathématiques à l'Institut des hautes études scientifiques, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences depuis déjà plus de 20 ans. Et vous êtes évidemment lauréat de très nombreux prix, dont un que beaucoup de nos auditeurs connaissent au moins de nom, la fameuse médaille Fields que vous avez reçue en 2002 pour votre contribution exceptionnelle dans le domaine de la théorie des nombres et de la géométrie algébrique. Alors là, je ne suis pas, moi, dans mon domaine de familiarité, donc je lis, qui vous a permis de démontrer une partie des conjectures de Langland. Je rassure nos auditeurs, on ne va pas parler de cela ce soir, même si ça mériterait d'être sans doute abordé, mais je serais bien incapable de vous donner la moindre répartie en la matière. Vous êtes aussi connu pour votre intérêt pour le système éducatif français, et nous en parlerons, et la réforme nécessaire de l'enseignement des savoirs fondamentaux au service de l'avenir scientifique et technique de notre pays. Vous avez notamment écrit un ouvrage sur ce sujet qui s'appelle « La débâcle de l'école » en 2007 aux éditions François-Xavier de Guibert avec Liliane Lursa. Vous avez donné de nombreuses conférences, interviews sur ces sujets, sur l'éducation. Vous vous êtes engagé en fait pour un enseignement classique dans l'école républicaine. Vous avez dénoncé le reniement par l'école de ses principes et vous vous êtes fait l'avocat résolu de l'enseignement laïque et républicain qui pour vous est l'héritier de celui des écoles chrétiennes. En 2016, vous avez d'ailleurs cofondé l'école professorale de Paris, qui est un établissement privé de formation des enseignants. C'est aussi un vrai sujet. Et voilà, et je vais m'en tenir à cela. Alors, bon, évidemment, nos auditeurs se demandent, mais face à un tel pédigré, quel est le rapport avec la géopolitique ? Eh bien, c'est précisément votre regard de citoyen, d'abord, engagé, cultivé, et votre qualité précisément de mathématicien, j'allais dire, de manière spontanée, hyper rationnelle, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de subjectivité naturellement, mais enfin hyper rationnel, hyper structuré dans votre pensée sur la réalité internationale que je vais solliciter aujourd'hui parce que ça me semble extrêmement important de vous entendre. Parce que, alors, les relations que nous avons pu avoir m'ont fait comprendre qu'en fait, votre métier, vous avez donné l'occasion, l'opportunité de découvrir et de fréquenter sur le long terme, au fil des années, quoi, vos pairs étrangers d'autres écoles mathématiques, alors notamment russes, bien sûr, enfin soviétiques puis russes, oui. Oui. Mais pas seulement. De beaucoup voyager, évidemment, et d'observer l'approche non seulement scientifique, mais aussi, je dirais, culturelle, civilisationnelle, enfin la manière de concevoir finalement le monde et ce qui est dans le monde de certains pays, d'un certain nombre de pays même. Tout à fait. Et cette richesse d'expérience a forgé votre appréhension du monde, votre compréhension des pensées de ces États, des intellectuels, mais pas seulement, des peuples aussi. Et donc, en fait, vous avez cette qualité qui est tellement rare aujourd'hui, alors que pourtant elle devrait être pratiquée au quotidien, en tout cas par nos responsables politiques et diplomatiques, c'est de décentrer le regard. Et décentrer le regard, ça, c'est une vertu vraiment rare. Et donc, c'est ainsi, en fait, je voudrais vous demander... il faut commencer notre entretien, donc je voudrais vous demander de partager votre compréhension en fait, du monde actuel à partir de ce que vous êtes, de ce que vous êtes devenu, de la manière dont vous avez pu vous construire intellectuellement et humainement,
et voilà, de partager votre regard que moi je trouve singulier et en même temps très rigoureux sur l'état du monde. Alors l'état du monde, bon, il est Dramatique. il est dramatique, c'est à feu et à sang. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que bon, où que l'on regarde, on a l'impression que tous les équilibres anciens s'effondrent, que les nouveaux peinent à se structurer, mais qu'en même temps, face à tout ça, face à ces bouleversements, on a une vision, notamment en Occident et notamment en France, complètement idéologique, complètement manichéenne, complètement anachronique, et enfin voilà, et en tout cas très irrationnelle. Et voilà, donc on va commencer tout simplement. Comment voyez-vous les choses? Non, donc on vient de le dire, donc la situation du monde est absolument dramatique. En fait, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Je pense plus dangereuse qu'à aucun moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Probablement plus dangereuse qu'au moment de la crise des missiles de Cuba. Et c'est une chose incroyable que nous en soyons là. C'est une chose qu'il y a quelques décennies, je pense, personne n'aurait pu imaginer, et moi, moins que tout autre. C'est-à-dire que nous avons connu, bien sûr, la guerre froide. Donc à l'époque, j'étais enfant, adolescent, ou j'avais 20 ans. Et même à l'époque de la guerre froide, en fait, par tradition familiale, par intérêt culturel, je n'ai jamais considéré la Russie comme une ennemie. Au contraire, il y a quelque chose qui restait très présent dans les esprits, qu'il est encore beaucoup dans le mien, et pas seulement dans le mien, c'est le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de la victoire remportée sur le nazisme, principalement par l'Union soviétique. Donc bien sûr, pas tout seul, hein, les Alliés, mais il n'empêche que cette Deuxième Guerre mondiale, pour moi, ça a toujours été très clair. En Europe, elle a été principalement une guerre germano-soviétique. Donc le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie lance contre l'Union soviétique une guerre qui est voulue comme une guerre d'extermination, c'est comme ça qu'elle est nommée dans les directives. Cette guerre d'extermination va se heurter à l'esprit de résistance des peuples qui composent l'Union soviétique, qui vont traverser des souffrances absolument inimaginables, consentir des sacrifices qui, pour nous, sont impossibles à concevoir, puisque aujourd'hui, le chiffre qu'on cite habituellement pour l'Union soviétique, c'est 27 millions de morts. Vous voyez, par exemple, ce que signifie pour la France le 1,5 million de morts de la Première Guerre mondiale. Là, c'est 27 millions. Dont d'ailleurs une grande majorité de civils. On oublie souvent de le dire. Ce sont des millions de civils qui ont été massacrés, affamés. Nous avons en France connu bien sûr le massacre de Oradour-sur-Glane, mais dans les territoires occupés de l'Union soviétique, ces massacres se sont comptés par centaines ou par milliers. Et d'ailleurs, on ne se souvient pas toujours en Occident, on n'est pas toujours conscient du caractère absolument atroce de la guerre menée à l'Est. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette guerre que commence la Shoah. Hein, donc, dès les premiers mois de l'invasion, ce qu'on appelle la Shoah par balle. Quand on parle de la Shoah en Occident, on pense toujours à la conférence de Wannsee, donc en janvier 1942, mais en fait, elle ne fait qu'élargir à l'échelle de toute l'Europe occupée ce qui se faisait déjà depuis 6 mois dans les territoires conquis de l'Union soviétique. Et donc c'est vrai que les populations juives ont été spécialement visées, vouées à une extermination totale, mais en fait, il faut se rappeler aussi que l'ensemble des peuples soviétiques
était voué à une extermination partielle ou pour les autres à l'esclavage. C'était le plan nazi, explicite, voulu. Et donc les peuples soviétiques ont subi cette attaque-là, et malgré les désastres militaires des premiers mois de la guerre, ils n'ont jamais plié. Donc je me souviens que, étant déjà enfant, je m'intéressais beaucoup à l'histoire, je lisais beaucoup d'histoire. Dans ma famille, d'ailleurs, on s'intéressait à l'histoire, on s'intéressait aussi beaucoup à la littérature. Et donc j'ai appris très tôt cette histoire-là. Également, un peu plus tard, j'ai été mis en contact avec la littérature russe que j'ai trouvée, je dirais, incomparable. C'est-à-dire que les écrivains russes ont produit sur moi un effet encore supérieur aux écrivains d'autres langues, y compris de langue française, que j'adorais. Et plus tard, bien sûr, j'ai découvert l'école mathématique soviétique, ou les écoles mathématiques soviétiques, dont les deux principales étaient celle de Moscou et celle de Leningrad à l'époque. Finalement, j'ai fait le travail principal qui m'a valu la médaille Fields, vous l'avez cité, sur quelque chose qui s'appelle le programme de Langlands. Donc Langlands, c'est le nom d'un mathématicien canadien, en l'occurrence, qui est toujours vivant d'ailleurs, même aujourd'hui il est très âgé. Mais justement, pour mes travaux dans ce programme, en fait, j'ai utilisé l'héritage de deux autres mathématiciens extraordinaires. Donc d'une part, l'un qui s'appelait Vladimir Drinfeld, qui en fait est un mathématicien ukrainien, russophone, de la ville de Kharkov, juif ukrainien en fait, et qui bien sûr en fait est venu à Moscou étudier auprès de l'un des plus grands mathématiciens russes de l'époque, Yuri Manin, dans cette école de Moscou qui, à l'époque, partout en Occident, partout dans le monde, était un endroit légendaire. Donc certainement l'un des endroits au monde où on faisait le plus de mathématiques d'une manière très originale, différente de la française. Il faut savoir que si on considère la période qui va des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80, en fait les mathématiques ont été dominées pendant à peu près 25 ans par l'école française et ensuite par l'école soviétique. Ça a été vraiment les deux écoles qui ont le plus renouvelé les mathématiques. Voilà, et donc je citais le nom de Drinfeld, mais l'autre mathématicien que je dois citer, qui est pour moi certainement l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, et certainement aussi le plus grand mathématicien du XXe siècle, et dont j'ai utilisé toutes les techniques dans mes travaux, comme des milliers de mathématiciens dans le monde entier, c'est Alexandre Grothendieck, mathématicien français, d'origine moitié allemande et moitié russe. Donc sa mère était allemande, en fait Grothendieck est le nom de sa mère. Son père était un russe, russe juif, donc du nom de Joseph Shapiro. Et voilà, donc en quelque sorte, dans sa personne, il est un peu en quelque sorte un produit de la civilisation européenne dans plusieurs de ses composantes les plus essentielles, dont bien sûr la composante russe. Voilà, donc ici je vous ai cité plusieurs noms, je pourrais en citer beaucoup plus, mais voilà, donc j'ai appris à connaître en particulier cette école soviétique, comme tous les mathématiciens de ma génération, des générations antérieures,
Et par exemple, je dois mentionner quelque chose de très important qui a contribué à la formation de mathématiciens et de physiciens théoriciens du monde entier, c'était les éditions scientifiques Mir. Donc des éditions soviétiques de manuels de très haut niveau en mathématiques et en physique théorique, et qui, à l'époque, étaient traduits dans différentes langues, donc en particulier en français, qui étaient vendus à des prix très modiques, et qui, en fait, étaient, pour beaucoup de ces manuels, absolument extraordinaires. Donc, qui ont contribué à l'éducation mathématique du monde entier, de même qu'en France, par exemple, le groupe Bourbaki, dans un style complètement différent et complémentaire. Donc par exemple, alors je le sais en tant que mathématicien, mais je sais aussi que pour les physiciens, le fameux cours de Landau, aujourd'hui encore, reste une référence. Où il y a quelques années, j'ai eu en fait la joie, comme d'autres mathématiciens, de savoir qu'un grand manuel de cours de mathématiques des premières années d'université, où chaque chapitre avait été écrit par un grand mathématicien soviétique, sous la houlette de mathématiciens de légende, en particulier quelqu'un qui s'appelait Kolmogorov. Donc ce cours-là, 60 ans, 70 ans après sa rédaction, ou la rédaction de ses premiers chapitres, a été traduit en français il y a quelques années, donc il est maintenant édité, on peut l'acheter, et aujourd'hui encore, c'est un manuel extraordinaire. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans l'histoire des mathématiques du XXe siècle et des mathématiques jusqu'à aujourd'hui, l'école soviétique, en particulier l'école russe, mais voyez, j'ai également cité l'Ukrainien Vladimir Drinfeld, donc membre éminent de l'école mathématique de Moscou. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Donc ce sont des composantes essentielles, c'est-à-dire les arracher, les oublier, c'est se couper un membre. Voilà, donc cette chose-là était comprise par tous à l'époque de la guerre froide. En fait, souvent, les mathématiciens occidentaux allaient à Moscou ou à Leningrad, allaient visiter. Il y avait aussi, d'ailleurs, plus rarement, mais ça existait aussi, des mathématiciens soviétiques qui venaient faire des séjours dans les pays occidentaux. Par exemple, j'ai cité Yuri Manin, le professeur de Vladimir Drinfeld, lui-même très grand mathématicien, qui, étant jeune, était venu en France pour passer du temps avec Grothendieck, que j'ai cité aussi. Donc à l'époque, il venait tout juste de terminer ses études. Et d'ailleurs, il a tout de suite fait des travaux importants au contact de Grothendieck. Voilà, donc voilà. Et tout ça était à l'époque de la guerre froide. Et puis, il s'est passé quelque chose d'absolument inattendu, à savoir la fin du bloc soviétique et la fin du système soviétique. Alors, il faut bien se rendre compte que sur le plan scientifique, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que l'État soviétique, enfin, ou l'État russe qui lui a succédé, ou les États des autres anciennes républiques soviétiques, se sont retrouvés dans des situations financières catastrophiques parce qu'ils avaient renoncé à leur ancien système. En quelque sorte, ils ont peut-être mis dans les conseils occidentaux une confiance trop naïve, et ils se sont retrouvés en très grande difficulté. Il y a eu beaucoup d'inflation, et tout simplement les scientifiques n'avaient plus de quoi vivre avec leur salaire. Donc beaucoup sont partis dans différents pays occidentaux, dont la France d'ailleurs, où un certain nombre d'entre eux sont un peu devenus les rois là où ils étaient, parce qu'ils étaient les plus brillants. Mais en même temps, c'est leur école qui a disparu. Mais alors, bien comme je pense les mathématiciens du monde entier,
je regrette l'école soviétique. Voilà, c'est-à-dire là, il y a quelque chose qui était infiniment précieux et qui a été perdu. Il aurait fallu à cette époque-là que les États occidentaux, en fait, permettent à cette école de continuer à exister en fournissant des fonds. C'était quelque chose de précieux, c'était un trésor de l'humanité. Et ce trésor a été perdu. Et dans ce domaine-là, comme dans d'autres, d'ailleurs, finalement, ce qui s'est passé, de fait, c'est un pillage. Ouais. Mais alors, voilà, donc en un sens, je regrette certainement la disparition de ce système, disons de l'école soviétique, hein, ou des écoles soviétiques, puisque je l'ai dit, il y avait en particulier l'école de Moscou, l'école de Leningrad, qui, en fait, étaient deux écoles différentes. Hein, ayant chacune ses caractères. Ce n'était pas tout à fait la même manière de faire des mathématiques. Mais en même temps, voilà, c'était la fin du bloc soviétique, du système soviétique. Et dès cette époque, en fait, j'ai été sensible à autre chose qui n'est pratiquement jamais dit, ou que peut-être, disons, parmi mes connaissances, je suis le seul à dire ça, à savoir que ce qu'ont fait à ce moment-là les élites soviétiques est en fait une chose extraordinaire, en fait, dont je ne vois pas l'équivalent dans l'histoire. C'est-à-dire de renoncer d'eux-mêmes à leur propre empire, qui pour eux, bien sûr, était aussi un glacis protecteur, de renoncer à leur structure de pouvoir. Il y avait eu pendant 40 ans ce face-à-face des deux blocs avec la menace constante de la guerre et les élites soviétiques, donc bien sûr sous la direction de Gorbatchev, mais si Gorbatchev a pu le faire, c'est que autour de lui et dans la structure d'État, dans la structure de pouvoir, beaucoup de gens étaient d'accord avec ça. Il a décidé de mettre fin à ça. Et comment? En renonçant de manière unilatérale à la structure de pouvoir, qui bien sûr, il le savait, était une structure oppressive, en particulier des peuples d'Europe de l'Est, également des soviétiques eux-mêmes, qui ne pouvaient pas s'exprimer comme ils le voulaient, mais ce sont les élites soviétiques elles-mêmes qui ont renoncé à ça. Et je ne vois pas d'équivalent dans l'histoire de ça, c'est-à-dire de prendre ce que je suis tenté d'appeler de prendre le risque de faire confiance, c'est-à-dire de dire, voilà, nous allons renoncer de nous-mêmes à notre glacis protecteur, qui est aussi un empire, dont nous savons bien qu'il est oppressif vis-à-vis des peuples. Nous allons renoncer à ça en faisant le pari que, en face, les puissances occidentales ne vont pas abuser de cette situation. Ce pari a été fait. Et malheureusement, ils se sont trompés. Oui, c'est-à-dire que les puissances occidentales ont abusé de la situation. On a promis aux derniers dirigeants de l'Union soviétique, aux premiers dirigeants de la Russie, que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Et finalement, l'OTAN s'est étendue vers l'Est. La guerre actuelle en Ukraine a pour cause principale la volonté d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, ce qui, on peut le comprendre, pour la Russie, n'est pas acceptable. En particulier compte tenu de son histoire, compte tenu de celle que j'ai rappelée au début, c'est-à-dire que pour le peuple russe, sa première expérience, son expérience de l'Occident la plus marquante, c'est l'invasion de 1941, c'est les 27 millions de morts. Donc c'est un souvenir qui est présent dans toutes les familles, puisque toutes les familles ont été touchées. Et donc en fait, quand on va en Russie, on est frappé de la force de ce souvenir-là. C'est comme si c'était hier. Et voilà, donc du coup, voilà, donc oui, on a les pays occidentaux ont abusé de cette situation. C'est-à-dire ce choix qui avait été ce choix des élites soviétiques
de renoncer à leur structure de pouvoir, c'est-à-dire de parier sur la paix, dans un but qui est un vieux rêve russe depuis Pierre le Grand, qui est le rêve que Gorbatchev nommait le rêve de la maison commune européenne. Hein, c'est-à-dire d'être en quelque sorte accepté parmi les nations européennes. Et c'est tout à fait logique, évidemment que la Russie est une composante essentielle de ce qu'on peut appeler la civilisation européenne, par ses contributions à la littérature, aux arts, aux mathématiques, à tout, dans tous les domaines. Mais, à ma totale stupeur, à ma grande peine, je dois dire, j'ai vu année après année, parce que cela ne date pas d'hier, cela ne date pas de l'intervention russe en Ukraine, il suffisait de lire les journaux, de lire ce qui était toujours dit sur la Russie, c'est-à-dire que, en fait, le choix des élites soviétiques de renoncer à la confrontation, ce choix-là a été perçu comme une faiblesse et il a suscité le mépris. C'est-à-dire, et même un mépris qui n'existait pas à l'époque soviétique. C'est-à-dire, à l'époque soviétique, on disait du mal de l'Union soviétique, mais au moins on le craignait. On savait qu'il était puissant. Et brusquement, les Occidentaux sont devenus triomphants. Nous ne craignons plus l'Union soviétique a disparu. Si la Russie a renoncé à cet empire, c'est qu'elle est faible. Et donc, nous la méprisons, nous n'avons rien à recevoir d'elle, nous n'avons rien à apprendre d'elle. Nous allons chercher à profiter le plus possible de la situation, à avancer l'OTAN pour se prémunir contre elle, peut-être pour la détruire, à exploiter ses richesses, à essayer de mettre la main sur ses richesses, par exemple ses richesses humaines, ses scientifiques, que nous allons lui arracher. Donc ça, c'est une chose dont j'ai été témoin aux premières loges. Et voilà, et donc c'est une catastrophe inimaginable, c'est-à-dire qu'il y a une chance unique qui a été perdue, et qui non seulement a été perdue, mais qui finalement est devenue c'est-à-dire le résultat est le contraire de ce que cela aurait dû être. C'est-à-dire que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation pire qu'à aucun moment de la guerre froide. Donc c'est une chose que je n'aurais jamais imaginée au moment de la disparition de l'Union soviétique, où j'espérais, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, je ne sais pas, je dis comme tout le monde, en tout cas j'espérais qu'il y aurait justement place pour l'amitié, non seulement pour la paix, mais pour l'amitié, pour la compréhension mutuelle. Pour la fertilisation. Je me souviens, par exemple, j'ai eu l'occasion un peu plus tard de voyager en Russie pour la première fois. Mon premier voyage en Russie, c'était en 2000. C'était la fin de la période Yeltsin, qui avait été particulièrement dure pour la population russe. Et en fait, je me rappelle de l'émotion que j'ai eue en allant en Russie pour la première fois. Le pays de Dostoïevski et de Tolstoï, le pays de tant de mathématiciens que j'admirais, le pays aussi qui avait résisté à l'Allemagne hitlérienne et qui finalement l'avait vaincu, le pays auquel nous devions le plus notre liberté et notre survie. Donc c'était mes sentiments à l'époque, ce sont toujours mes sentiments. Donc en fait, je ne comprends pas que ces sentiments ne soient pas partagés, d'autant plus que j'ai pu constater, bien des fois, j'ai pu toucher du doigt le fait qu'en Russie elle-même, il y a une grande tradition de francophilie. Eh oui. C'est-à-dire que, vous voyez, moi j'ai parlé de moi en tant que mathématicien français, admirant les mathématiciens russes, plus généralement les mathématiciens soviétiques, mais cette admiration était réciproque. Par exemple, j'ai parlé de ce mathématicien, pour moi le plus grand mathématicien français, donc Alexandre Grothendieck, mais s'il y a un pays, une zone du monde
où Grothendieck est admiré plus que nulle part ailleurs, c'est justement en Russie. Il est même plus admiré en Russie qu'il ne l'est en France. Voilà. Et donc, il y a cette admiration pour la contribution française, mais également pour la littérature française, même pour l'histoire française, que les Russes ne considèrent pas du tout comme nous. Par exemple, une chose que vraiment j'ai pu toucher, dont j'ai été témoin en Russie, qui peut nous paraître étrange, c'est que en Russie, Napoléon est très populaire. Les Russes aiment Napoléon. Alors, ils l'ont vaincu, bien sûr, ils sont fiers d'avoir vaincu Napoléon. Mais, en quelque sorte, pour eux, Napoléon, contrairement évidemment à Hitler, a été un ennemi respectable. Et on l'admire, c'était l'un des plus grands généraux de l'histoire. Et évidemment, ce général a connu la défaite face à la Russie. Donc, les Russes sont à la fois fiers de cette victoire et en même temps grands admirateurs de Napoléon. Et vous voyez, ici, on touche du doigt autre chose qui est l'habitude des Russes de ne pas être manichéens. C'est-à-dire, par exemple, dans le rapport des Russes à leur histoire, en quelque sorte, ils assument tout. Ouais. C'est-à-dire, ils assument l'histoire de l'ancien empire des tsars, également l'histoire soviétique, c'est-à-dire une histoire pleine de bruit et de fureur, une histoire tragique, une histoire sanglante, en même temps une histoire glorieuse. La victoire soviétique de 1945, c'est la victoire dans la plus terrible guerre de tous les temps, qu'ils ont gagnée, à un prix inimaginable, et ça fait aussi partie de l'héritage soviétique. Et donc les Russes, aujourd'hui, se considèrent comme héritiers à la fois de la Russie des tsars et de la Russie soviétique. Et aujourd'hui, il faut encore autre chose. Donc le passé russe, comme d'ailleurs le passé français, est un passé multiple, contradictoire, et en quelque sorte riche de ces contradictions qui sont assumées. Et donc, cette approche qu'ont les Russes vis-à-vis de leur propre histoire, ils l'ont aussi vis-à-vis de l'histoire et de la culture humaine dans leur ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, Napoléon et le tsar Alexandre Ier se sont affrontés, mais finalement, dans cet affrontement, il y a des éléments à admirer des deux côtés. Il y a des éléments de grandeur des deux côtés. Et les Russes sont très sensibles à ça. Vous voyez, donc aujourd'hui, en fait, on trouvera incomparablement plus d'admiration pour Napoléon en Russie qu'en France. Je vous remercie. Oui, mais en fait, voilà, vous avez retracé depuis la fertilisation croisée, si j'ose dire, scientifique, mais aussi culturelle, et même au niveau, j'allais dire, de l'âme ou des esprits, entre notre Europe ou l'Occident et la Russie, jusqu'aux illusions, effectivement, du moment de la fin de la guerre froide, et puis le renoncement, comme vous l'avez dit, renoncement incompris, renoncement en fait utilisé, exploité, transformé effectivement en pillage, en abus. Et ça, d'une certaine manière, ça a créé aussi de la résilience. Et cette richesse-là dont vous venez de parler, cette vision très intégrative de l'histoire, très globale, totale, à la fois de l'histoire russe, mais aussi de l'histoire et de la diversité du monde, explique aussi beaucoup, sans doute, enfin à mon avis, en tout cas ça m'évoque, ce que vous dites m'évoque cela, ça explique la vision qu'ont les Russes aujourd'hui de ce que doit aussi redevenir ou devenir le monde, c'est-à-dire multipolaire, une forme d'acceptation d'une certaine manière de la diversité, de la complexité, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir d'intérêt. Une acceptation, mais qui est plus de l'acceptation, c'est-à-dire
de voir cette diversité et cette pluralité comme quelque chose de positif. Ouais. Oui, alors que nous, on cherche, au contraire, on cherche à faire des césures, à exercer une domination, ou à la maintenir, ou à la transformer à notre profit exclusif, si j'ose dire. Mais alors, justement, si on en revient un peu à là où on en est aujourd'hui, donc, moi, je sens comme, oui, il y a une espèce de résilience totale de la société et bien sûr de l'appareil d'État, de pouvoir russe face à ce qu'on essaie, nous, de faire. Mais là, au point où on en est, parce que vous avez parlé au tout début de notre entretien du danger. Et on voit aussi bien qu'il y a quand même une forme de, mais j'aimerais bien qu'on en parle, de supériorité aussi technologique malgré tout et scientifique. En tout cas, on le voit au niveau des armements. Oui, tout à fait. Donc ça, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais comment est-ce qu'on peut se sortir de cette espèce de creux que l'on creuse nous-mêmes avec conscience et méthode, si j'ose dire, au lieu de chercher à retrouver une forme de fertilisation croisée. Ce sera difficile, mais en même temps, il y a sans doute encore en Russie, et même aujourd'hui, et même avec tout ce qui se passe, un besoin, une envie, peut-être encore une forme d'espoir dans la longueur du temps, la longueur de l'histoire, la capacité à restaurer tout ça à un moment donné. Les Russes le disent de manière explicite et ils font la distinction entre les peuples et les élites gouvernantes. Et ils font davantage d'espoir dans les peuples. Par exemple, s'agissant de la France, il y a quelques semaines, il y a eu l'anniversaire le centenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et l'Union soviétique à l'époque. Et le ministère russe des Affaires étrangères s'est fendu d'un communiqué rappelant l'histoire de ces relations qui, bien sûr, ne commencent pas avec l'Union soviétique. En fait, dans leur communiqué, il est frappant de voir que, évidemment, les Russes férus d'histoire commencent par rappeler le mariage de Anne de Kiev avec le roi de France, Henri Ier, donc Anne de Kiev, fille de Yaroslav le Sage. Voilà, c'est le premier contact et qui ensuite s'est poursuivi dans l'histoire. Dans leur communiqué, ils citent explicitement le général de Gaulle. Manifestement, ils ont aussi une grande admiration pour le général de Gaulle. Et en fait, sans le dire, ils citent une formule du général de Gaulle. Ils ne disent pas qu'elle lui est due parce qu'ils la reprennent à leur compte. Et cette formule, c'est que dans son histoire, la France s'est toujours bien trouvée quand elle était alliée de la Russie et elle s'est toujours trouvée dans une situation mauvaise, voire désastreuse, quand elle s'est trouvée opposée à la Russie. Donc c'est le général de Gaulle qui a fait cette remarque, je crois, dans ses conversations avec Alain Peyrefitte, et ils reprennent ça dans leur communiqué. Et à la fin de leur communiqué, en fait, ils disent, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation difficile, il faudra très longtemps pour rétablir la confiance, mais néanmoins, voilà, ils voient qu'au cours de l'histoire, ces relations entre la France et la Russie sont constamment passées par des hauts et des bas. C'est des relations très oscillantes. Donc, aujourd'hui, évidemment que ces relations sont catastrophiques, mais ils comptent qu'avec le temps, elles seront rétablies pour une raison simple, c'est qu'il existe une profonde interpénétration entre les cultures russes et françaises et une fécondation mutuelle dans les différents domaines. Donc évidemment dans le domaine littéraire, dans le domaine musical, donc moi je le sais, enfin c'est pas dit dans le communiqué, mais je le sais bien dans le domaine scientifique. Enfin si d'ailleurs il se réfère aux sciences de manière générale, mais moi je le sais de manière plus spécifique pour les mathématiques, où l'interpénétration a été extrêmement grande, la fécondation mutuelle, et d'autant plus intéressante qu'en fait les deux écoles ont fait des mathématiques dans un esprit très différent. Et donc la confrontation des deux, le contact avec les deux a été extrêmement intéressant.
Et aucune de ces deux écoles ne peut remplacer l'autre. Mais donc, vous voyez, dans cette situation où nous sommes, où les relations sont à un niveau particulièrement catastrophique, personnellement, j'ai en quelque sorte un réflexe, non pas du tout de géopoliticien, et encore moins de politicien évidemment, mais de citoyen. Vous l'avez dit, je suis un citoyen, et il me semble que nous pouvons faire quelque chose en tant que citoyen. Et quoi? D'abord, connaître. Eh oui. Nous ne connaissons pas assez la Russie. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Hein, qui produit, qui permet que, en quelque sorte, nous croyons de manière aveugle à n'importe quoi de mal qu'on nous dit au sujet de la Russie. Or, nous avons besoin de connaître. Donc, de connaître la Russie comme elle est. Hein, je suis souvent surpris, en fait, quand je parle avec d'autres personnes autour de moi, de voir à quel point ils ne connaissent pas, par exemple, des éléments absolument essentiels de la culture russe qu'aujourd'hui connaissent tous les Russes. Et de savoir, donc des éléments de culture, des éléments de savoir ce qu'est la Russie. Par exemple, savoir que la Russie est un État multinational, avec une très grande diversité de cultures et de langues. Savoir, par exemple, qu'en Russie, on distingue la citoyenneté et la nationalité. C'est tellement vrai que pour dire le mot russe, dans la langue russe, il y a deux adjectifs. Il y en a un pour désigner la citoyenneté russe et un autre pour signifier la nationalité russe. Donc ce qu'ils entendent par nationalité, c'est un héritage de langue, de culture, éventuellement de religion. Ça, voilà. Alors que la citoyenneté, c'est quelque chose sur le plan légal qui est partagé par tous. Et la Russie, dans son organisation, en fait, donne de la place aux différentes nationalités. Par exemple, une chose très importante, c'est que la Russie est une fédération, la Fédération de Russie, composée de différentes républiques, de régions autonomes. En fait, il y a une grande multiplicité de statuts différents. Et souvent, ces régions ou ces républiques autonomes au sein de la Russie ont, à côté du russe, une autre langue officielle. Et alors, il y a des langues en Russie qui sont parlées par très peu de personnes. Il y a des langues, autres que le russe, qui sont parlées par des millions de personnes. Donc des personnes qui parlent aussi le russe. Mais je ne sais pas, par exemple, le tatar, alors bien sûr, on connaît la Tchétchénie, donc en Tchétchénie, tout le monde parle tchétchène et russe. Même d'ailleurs en Russie, il y a plusieurs millions de personnes qui parlent ukrainien. Pour les Russes, vous voyez, la langue ukrainienne, pour eux, c'est une nationalité. Et la Russie est ouverte à cette diversité-là. Donc c'est une chose que, vous voyez, qui pour nous est différente de ce que nous connaissons. Ce n'est pas la République une et indivisible. Vous voyez, ce n'est pas le modèle de l'État-nation. Donc ça ne veut pas dire que... On n'a pas la même sociologie de l'État, quoi. Non, tout à fait. Ce n'est pas la même... non, tout à fait. Bien sûr qu'on n'a pas la même histoire, mais ce que je dis, c'est que c'est intéressant à connaître. C'est-à-dire, la Russie a en quelque sorte une constitution politique différente de la nôtre, et qui, bien sûr, est adaptée à sa réalité. Hein, et à son immensité. Et à son immensité, bien sûr, sans commune mesure avec la nôtre. Mais cela dit, on pourrait ajouter aussi que peut-être aujourd'hui, la connaissance de ce modèle russe, sans qu'on veuille l'imiter, mais quand même, pourrait nous apprendre des choses utiles pour nous. Pourquoi? Parce que en France, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de multiplicité de cultures. Hein, c'est-à-dire qu'il y a en France, ou même dans la population française, parmi les personnes qui ont la nationalité française, évidemment, des millions de personnes qui ont d'autres origines. Et comment faire? Et donc, la connaissance de la réalité russe a peut-être quelque chose à nous apprendre.
Et de la manière dont il Et traite, de la manière dont il la traite. Aussi le facteur multiconfessionnel, oui, tout à etc. Fait. Là, il y a beaucoup à apprendre. Par exemple, une chose qui m'a énormément frappé, c'est que, bien sûr, nous nous souvenons des 2 guerres de Tchétchénie. Hein, donc c'était il y a 20 ans, ou un peu plus de 20 ans, donc en quelque sorte, c'est tout récent. Mais, donc, évidemment, avec des attentats qui ont été commis, des attentats particulièrement atroces, comme l'attentat de Beslan, qui a fait 300 morts, en immense majorité des enfants. L'attentat du théâtre à Moscou, qui a fait, dans mon souvenir, 120 ou 130 morts, un peu comme le Bataclan pour nous. Donc, bien sûr que ces guerres de Tchétchénie, en fait, ont laissé des traces et une méfiance profonde entre Tchétchènes, entre nationalités au sein de la fédération. Oui, mais à partir du moment où la Russie a déclenché son opération militaire spéciale en Ukraine, en fait, ils ont donné un rôle particulier, très important, aux troupes de la République de Tchétchénie, qui se spécialisent du combat, c'est-à-dire des gens entraînés pour le combat urbain. Et donc, par exemple, ce sont principalement eux qui ont conquis ou libéré, comme disent les Russes, la ville de Mariupol. Voyez ? Et ils ont été spécialement chargés de ça, et spécialement chargés du secours aux populations civiles du Donbass, qui, du point de vue russe, étaient libérées par ces actions militaires. Et de ce fait, en quelque sorte, une fraternité a été rétablie. En tout cas, c'est le but qui a été visé, c'est-à-dire, et je pense que c'est une réalité, c'est-à-dire il y a eu une fraternité des combats, et la population russe a vu ces témoignages, par exemple d'habitants du Donbass, au secours desquels étaient venus ces combattants tchétchènes. Donc ces témoignages ont été diffusés massivement dans les médias russes, sur les réseaux sociaux russes, et ça a produit un effet sur la population. C'est une manière de souder. Vous voyez ? Mais pour savoir de ça... nourrir la résilience. Voyez, là, je suis en train de dire des choses dont je suis persuadé que l'immense majorité des citoyens français n'en ont pas idée. Aucune idée. Voilà, parce qu'il faut aller chercher l'information. En fait, vous voyez, dans cette situation d'extrême danger où nous sommes, nous avons besoin de connaître. Et par exemple, même si les Russes étaient super méchants, comme on nous dit qu'ils sont, même s'ils avaient tous les torts, il faudrait savoir ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Même dans cette situation-là. Parce que par ignorance, nous pouvons faire les plus grandes bêtises. En fait, à mon avis, nous avons déjà fait beaucoup de bêtises. Nous avons besoin de connaître pour éviter de commettre des actions irréparables, mais également aussi parce que, en fait, la Russie, comme tant d'autres pays, est intéressante. Elle a des choses à nous apprendre. Ou alors, des choses simplement... Nous avons besoin d'éléments de comparaison. Vous voyez, donc, par exemple, voyez, vous avez cité l'engagement que j'ai eu, que je conserve d'ailleurs en partie, même s'il est plus discret, en faveur d'une éducation de qualité. Je voudrais aussi qu'on en parle. Sur le Mais plan je veux aussi qu'on parle des armements et de tout ça. La supériorité technologique. Oui, donc ça c'est... Oui, l'un en fait étant certainement lié à l'autre. C'est-à-dire que la Russie a une grande tradition d'éducation. En particulier, c'était la plus grande... Alors, mis à part la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la plus grande réalisation du système soviétique. C'est-à-dire le système d'éducation. En fait, l'Union soviétique a alphabétisé en 20 ans toute sa population et a amené une grande partie de sa population à un niveau de culture très élevé. Et donc cette chose-là, c'était en quelque sorte une grande réalité soviétique, mais dont l'héritage s'est conservé. C'est-à-dire que ce souci de l'éducation, la valeur accordée à la culture, c'est une chose qui aujourd'hui encore est partagée massivement en Russie. Par exemple, tout le monde va au musée, où les gens vont très souvent au concert, au spectacle,
Donc voilà, c'est une chose que l'on... Bon, également, enfin, le niveau de qualité est toujours... Je ne sais pas, si on va au concert, ou même si on se promène dans le métro, on entend des musiciens des rues, en fait, leur niveau est impressionnant. Moi, je me souviens très bien, la première fois que je suis allé en Russie, j'étais stupéfait de ce que je pouvais entendre. Donc voilà, donc il y a ce système d'éducation d'abord soviétique, aujourd'hui russe, également d'ailleurs, je pense, d'autres anciennes républiques soviétiques. Donc cette qualité de l'éducation, ce souci de l'éducation, cette valeur accordée à la culture, c'est quelque chose qui est bon à connaître et dont nous pourrions apprendre. Oui, et on en revient, oui, au désastre, enfin, aux effets désastreux de l'ignorance, non pas consentie, mais c'est plus que consenti, c'est quasiment recherché, c'est-à-dire c'est de l'aveuglement volontaire. Oui, qui est certainement, disons qu'il est... il est dû à une espèce de complexe de supériorité. On n'a pas besoin de connaître puisqu'on est supérieur. Ouais. Et en même temps, on se croit supérieur puisque précisément on ne connaît pas et qu'on croit a priori que nous sommes supérieurs. Ouais. Donc l'un entraîne l'autre et on est piégé dans une situation alors que, d'ailleurs, quand je dis nous pourrions apprendre de la Russie. Nous pouvons aussi apprendre de bien d'autres pays, de bien d'autres peuples que la Russie. Et la Russie elle-même, ou le peuple russe lui-même, ont certainement des choses à apprendre de nous. Mais, vous voyez, ce sentiment disons, nous sommes bloqués par ce sentiment de supériorité. Et pour le coup, il n'existe pas du côté russe. Au contraire, en fait, c'est une chose que j'ai souvent constatée en Russie, qui parfois m'a fait un peu de peine, c'est que les Russes ont parfois un sentiment d'infériorité. Et donc, j'ai d'ailleurs constaté un phénomène un peu similaire en Italie. Souvent, les Italiens considèrent que leur pays a tous les défauts. Et donc souvent, je suis amené, avec des Italiens, à défendre leur pays. À leur dire, mais écoutez, vous êtes peut-être dans le pays le plus beau pays du monde, vous avez tellement de richesses que vous vous en rendez même plus compte. Et c'est la même chose avec les Russes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de tout ça aujourd'hui, dans la situation actuelle ? Dans l'état de ce conflit que je sais que vous observez, que vous suivez, que vous... au plan aussi du décalage, enfin de la décorrélation, à mon avis, qui est aussi une partie de l'inquiétude, j'allais dire technologique, enfin au plan même des questions militaires, au plan du mécanisme de dissuasion. On voit les Russes qui maintenant sortent des armements qui en fait sont une sorte de remplacement pour la dissuasion nucléaire. Oui, tout à fait. N'importe quel dernier missile Oreshnik, le missile Oreshnik, donc là aussi, on voit bien qu'il y a noisetier, ça veut dire noisetier en russe. Oui, ou noisette, même non, c'est pas noisette. Je crois que je me demande si c'est noisette ou noisetier. Je crois que c'est on vérifiera. Je pense que c'est noisetier. Mais bon. En tout cas, là, on est quand même dans une situation, alors par ignorance, par aveuglement, par esprit de supériorité, par refus de considérer le réel, tout simplement parce qu'il nous déplaît ou qu'il nous gêne, ou qu'il nous forcerait à nous remettre en cause. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, là, au point où on en est, d'après tout ce qu'on voit, d'après les informations qui sont naturellement accessibles de manière ouverte, mais enfin il y en a beaucoup qui sont accessibles de manière ouverte, y compris d'ailleurs les raisonnements de tout un tas d'autres experts occidentaux, pas français, qui sont très intéressants à écouter. Beaucoup plus, c'est une chose que je constate, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de voix critiques, par exemple aux États-Unis, même si les États-Unis sont les premiers responsables de la situation dans laquelle nous sommes,
malgré tout, il y a beaucoup plus de débats aux États-Unis qu'en France. En France, honnêtement, vous êtes l'une des rares voix à faire entendre une dissonance et à faire entendre un point de vue réaliste. Ah ben non, Ce dont on manque cruellement. En fait, il y a une complète déconnexion entre la réalité et sa représentation, total. et qui évidemment est particulièrement catastrophique et dangereuse. Et d'autant plus qu'en Occident, en quelque sorte, même les menteurs finissent par croire à leurs propres mensonges. Ah ben donc oui, c'est une situation particulièrement dangereuse. Il y a une auto-intoxication. Il y a une auto-intoxication. Et en fait, c'est d'ailleurs une question que je me suis souvent posée en étant confronté à des articles de journaux, à des discours médiatiques. Chaque fois, je demande, mais est-ce qu'ils croient ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent? C'est la question. Ou est-ce qu'ils sont complètement cyniques? Est-ce qu'ils savent en toute connaissance de cause que ce qu'ils disent est faux, que ça n'a pas de rapport avec la réalité? Je ne le sais pas. Non, voilà. mais c'est la grande question, c'est la grande interrogation. Donc pour vous, si on essayait de revenir là au réel, au point où on en est, parce que c'est aussi valable si on parlait du Moyen-Orient, on aurait le même sujet. Là, on est en train de se réjouir. C'est une autre tragédie. Ouais. Oui, c'est une autre tragédie. Mais bon, restons encore un tout petit peu sur ce conflit-là au cœur de l'Europe. Pour vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que c'est le problème aussi de notre diplomatie, c'est le problème de l'incapacité justement à considérer le réel. Je ne parle même pas de la souveraineté des États. Et du coup, de n'avoir rien à faire, rien à dire, rien à proposer, si ce n'est l'alignement ou la poursuite de l'égarement. Oui, donc quand vous dites nous, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de nos gouvernants, est-ce qu'il s'agit des citoyens Alors, si vous avez une idée... Moi je suis citoyen, je suis pas Si gouvernant. vous avez une idée sur une initiative citoyenne, je suis preneuse. Mais la France aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on devrait faire au point où on en est avec Donald Trump qui arrive, avec les gens dont il s'entoure, qui n'ont pas l'air quand même d'être forcément les plus doués pour comprendre non plus ce qui se passe en dépit de ce qu'il a dit. En même temps, il y a beaucoup plus de débats qu'en France, mais il y a aussi cette réalité qui est très profondément ancrée dans la mentalité américaine, qui est l'exceptionnalisme, le sentiment, la nation indispensable, donc, autrement dit, des expressions de sentiments de supériorité, d'autant plus fort que, effectivement, les États-Unis ont dominé surtout que, évidemment, ils ont été, même s'ils n'ont pas été le principal artisan de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été le principal bénéficiaire. Et ensuite, ils ont eu une grande supériorité économique, industrielle, scientifique. Aujourd'hui encore, aucun pays ne peut rivaliser avec les États-Unis sur le plan de l'influence culturelle. Ce sont des faits. Et donc, autrement dit, les États-Unis ont beaucoup de raisons d'être fiers d'eux-mêmes. Absolument. Mais c'est un danger. Et en fait, ils tombent dedans complètement. Et aux États-Unis, dans les classes dirigeantes, malheureusement, pratiquement personne n'y échappe. Et donc, voilà. Mais cela dit, que ce soit aux États-Unis ou peut-être aussi chez nous, souvent ceux qui gardent le plus un certain sens du réel sont les militaires. Et par exemple, ce à quoi vous avez déjà fait allusion plusieurs fois, c'est-à-dire la réalité de la qualité des armements russes, en particulier le fait que la Russie a des armements dont aucun pays occidental n'a aujourd'hui l'équivalent, à savoir les missiles hypersoniques, et le dernier né, là, dont en fait personne ne soupçonnait l'existence, mais qui en quelque sorte donne à la Russie un échelon d'escalade intermédiaire entre le conventionnel classique et le nucléaire. Donc c'est une surprise totale, mais je pense que les militaires occidentaux, même s'ils ne le disent pas, ont dû recevoir le message.
C'est pas faut l'espérer. les Russes avec leurs missiles Oreshnik ont bombardé une usine à Dniepopetrovsk. Eh bien, les spécialistes occidentaux, évidemment, sont allés sur place. Ils savent exactement ils connaissent les dégâts. Et ils ont pu enregistrer la vitesse du missile. Donc, ce qui a été dit, c'est qu'il est tombé sur sa cible à Mach plus 10, Mach 10 ou Mach 12. Hein, autrement dit, avec une énergie cinétique colossale. Hein, l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. C'est-à-dire que si vous allez, non pas à Mach 1, mais à Mach 10, si vous allez 10 fois plus vite, l'énergie cinétique est multipliée par 100. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de charge explosive. C'est-à-dire que le pouvoir destructeur est absolument terrible. Dans une intervention récente, Poutine a comparé ça à la chute d'un météorite. Voilà. Et en l'occurrence, donc ce qui a été dit, c'est que le missile approchant de sa cible, en fait, libère 6 missiles, dont chacun libère 6 ogives. Donc ça fait 36 ogives différentes, guidées, dont chacune va pouvoir frapper à tel ou tel endroit précis. Autrement dit, c'est un missile qui, évidemment, est fait pour détruire, par exemple, des bases aériennes, les bases de missiles ou antimissiles qui ont été récemment construites en Pologne et en Roumanie, et contre évidemment, les pays occidentaux, y compris les États-Unis, n'ont pas l'équivalent, ils n'ont pas les moyens d'intercepter un tel missile. Autrement dit, ça donne à la Russie un énorme avantage. Mais vous voyez, c'est même pas le seul armement, puisque, si je ne me trompe pas, dans la liste des missiles hypersoniques russes, c'est le 4e, hein, parce qu'avant, il y a eu le Kinjal, il y a eu le Zircon, il y a aussi le missile Avangard. Donc c'est le 4e de la liste, et les pays occidentaux n'en ont aucun. Et donc là, se produit quelque chose qui également est récurrent dans l'histoire. On sous-estime la Russie, on pense qu'on est supérieur, et on s'aperçoit que, en fait, non. Donc par exemple, déjà à l'époque de Napoléon, en fait, les Français ont été très surpris de se rendre compte à un moment que l'armée russe avait des meilleurs canons. Ou en 1941, au moment de l'invasion de l'Union soviétique, donc il y avait d'abord supériorité numérique de l'armée allemande, attaquant par surprise, également supériorité tactique de la Wehrmacht, donc aguerrie par toutes les guerres qu'elle avait menées, la Blitzkrieg, etc. Mais à un moment, les soldats allemands ou les chars allemands se sont heurtés pour la première fois aux premiers exemplaires du char russe T-34, qui en fait était meilleur que tous les chars allemands. Surprise. Les sous-hommes, finalement, comment c'était possible, les sous-hommes avaient un meilleur char. Une sorte de surprise stratégique. Voilà, de l'époque. Mais voyez, ce qui est incroyable, c'est que ça revient dans l'histoire. On sous-estime toujours la Russie. Et là, c'est une sous-estimation au niveau de la qualité des armements, mais c'est pas que, vous voyez qu'il y a, par exemple, un char russe qui est un peu meilleur. Là, c'est que la Russie a des classes d'armement dont aucun pays occidental n'a l'équivalent. Alors que, par exemple, avant le début de l'intervention militaire russe en Ukraine, le budget militaire des États-Unis devait être 15 fois supérieur à celui de la Russie. Donc, si on ajoute les autres pays occidentaux, je ne sais pas, c'était 25 fois supérieur. Donc là, ça pose d'ailleurs, il y a une énigme. Et là, je parle de la qualité des armements, mais une autre chose qui est apparue aussi, c'est que sur le plan des quantités, en fait, l'industrie russe produit aujourd'hui beaucoup plus d'armements et de munitions que toutes les industries occidentales réunies. Donc là aussi, sous-estimation de la Russie et surestimation de soi-même. C'est-à-dire, manifestement, on pensait que voilà, la Russie a le PNB de l'Espagne, elle va s'effondrer. Alors, voilà. Les va-t-en-guerre de notre côté vous diront, oui, mais regardez ce qui vient de se passer en Syrie. Ouais. Elle vient de perdre son pion syrien. C'est méchant de le dire comme ça, mais enfin, voilà. Non, c'est vrai. Elle va être obligée de rapatrier ce qui lui reste sur ses dispositifs à Tartous, à l'attaquer, c'est probable. etc.
Et donc, finalement, elle a aussi des limites. Et donc, on peut continuer à appuyer, à user, à essayer de faire durer la chose, le conflit, en espérant qu'au bout d'un moment, il y aura peut-être un renversement de vapeur, puisque certains y croient encore. Certains expliquent qu'il va y avoir une offensive ukrainienne au printemps prochain, et que si on remettait encore une petite trentaine de milliards, une paille, l'Ukraine pourrait avoir des chances de renverser la vapeur. Voilà. Donc en clair, il s'agit de sacrifier les dernières générations d'Ukrainiens. Voilà. 18 ans, bientôt moins d'ailleurs. Puisque l'âge de la conscription en Ukraine avait déjà été abaissé il y a quelques mois de 27 à 25 ans. Et maintenant, il y a une pression occidentale. Je trouve ça absolument incroyable. C'est-à-dire de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle abaisse l'âge de la conscription à 18 ans. Autrement dit, on demande à l'Ukraine, au nom du bien, au nom de je ne sais pas quoi, enfin, puisqu'on est moralement supérieur, voilà, on lui demande, enfin là en l'occurrence c'est les États-Unis, de sacrifier sa jeunesse. Autrement dit, de sacrifier son avenir, de se sacrifier elle-même. On veut qu'elle meure pourvu qu'elle fasse un peu plus de mal aux Russes. Voilà. C'est ça. Donc je trouve ça inimaginable. Là aussi, voilà, c'est une chose que, c'est-à-dire si on me l'avait raconté il y a quelques années, j'aurais pas imaginé que ça soit possible de faire une chose pareille, c'est-à-dire d'un tel cynisme. En direct, là, c'est complètement ouvert, c'est-à-dire c'est dit explicitement, voilà, on demande à l'Ukraine d'abaisser l'âge de la conscription à 18 ans. Il est même question, d'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux ukrainiens, on prévoit de mobiliser de plus en plus les femmes. Oui, aussi. Il y a même, j'ai vu, par exemple, des uniformes prévus pour des femmes enceintes. J'ai vu également une vidéo d'un nationaliste ukrainien particulièrement dingue, disant bah oui, peut-être qu'on pourrait même mobiliser jusqu'à 14 ans. Donc voilà où on en est. Et en Occident, il n'y a quasiment personne pour dire que si on voulait vraiment le bien de l'Ukraine, la meilleure chose qu'on pourrait faire, la chose à faire, c'est d'arrêter tout de suite. D'arrêter tout de suite. Mais ça, voilà. Non. On ne veut pas son bien, c'est assez. On ne veut pas son bien. Non, on fait semblant. Et on fait semblant parce qu'on s'imagine que la guerre des perceptions peut être gagnée, en fait. Ouais, je ne sais pas ce qu'on imagine. Alors, ouais. Alors, au niveau des citoyens, puisque vous ne voulez pas vous prononcer au niveau des États, qu'est-ce qu'il y aurait à faire d'intelligent, je ne sais pas, pour réveiller un peu J'ai dit, vous voyez, nous sommes en conversation, nous sommes enregistrés, donc des personnes vont nous écouter. Donc là, voilà, je répète devant ces personnes qui nous écouteront ce que je dis déjà autour de moi, c'est-à-dire chercher des éléments de connaissance. Mais je dois dire aussi que je nous trouve globalement très apathiques. C'est-à-dire, et en particulier en comparaison des générations passées. Vous voyez, par exemple, je pense à la mobilisation qui s'était produite, en fait, un peu partout en Occident, contre la guerre du Vietnam. Mais aujourd'hui, on est dans une situation bien pire que ça. C'est-à-dire, les tensions sont immenses. Une escalade pourrait se produire. Vous voyez, ça peut démarrer par un incident que personne n'a prévu, non, et après, ou que quelqu'un a prévu. Ou que quelqu'un a prévu, mais ensuite, quand une escalade commence, par exemple, on peut imaginer, voilà, une escalade qui devient très vite incontrôlable. Donc nous sommes dans ce danger-là. Mais, et d'ailleurs, je suis stupéfait de la différence de conscience de ce danger qui existe du côté russe et de notre côté à nous. C'est-à-dire, j'ai des correspondants en Russie, mais ces correspondants, ils voient le danger, ils le savent. Et en fait, ça fait des années, non pas seulement depuis 2022, non pas même depuis 2014, c'est plus ancien que ça, même si d'année en année, ça devient plus vif, mais ils constatent une chose qui les stupéfie, qu'ils ne comprennent pas.
ils se demandent d'ailleurs comment faire pour répondre à ça, c'est que en Occident, on ne croit plus au danger de guerre nucléaire. Non, ou même d'ailleurs d'une guerre. Ou d'une guerre, voilà. Donc ça veut dire on peut tout se permettre, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment de danger. Alors que du côté russe, cette conscience, elle est très aiguë. Vous voyez, tout le monde a ça dans la tête. Mais est-ce qu'on ne joue pas de notre côté, alors sur l'idée que Vladimir Poutine bluffe, mais derrière ça, au sein des structures plutôt de pouvoir et de décision, sur le fait qu'il est trop intelligent pour donner dans l'escalade. Et que nous, on peut se permettre... En quelque sorte, on compte sur les soi-disant méchants russes pour être responsables à notre place. Exactement. Alors, je pense qu'il y a un élément de ça. Au moins au niveau des dirigeants. Mais dans la population, il y a cette... vous voyez, moi j'aurais imaginé, par exemple, des grandes manifestations pour demander à nos dirigeants, par exemple, d'arrêter, enfin d'être plus responsables. Par exemple, quand la décision a été prise d'autoriser, entre guillemets, autoriser, ça veut dire en fait autoriser nos spécialistes à lancer des missiles dans la profondeur du territoire russe, c'est-à-dire y compris dans les territoires qui, de notre point de vue à nous, sont des territoires russes. Décision extrêmement dangereuse, mais apathie dans la population. Moi, j'aurais trouvé naturel qu'il y ait des manifestations géantes contre ça. Ou par exemple, où je donne un autre aspect, quelque chose qui m'a stupéfait depuis 2014. C'est-à-dire depuis Maïdan, le coup d'État en Ukraine, ou la révolution, comme on l'appelle, enfin le changement de régime violent qui s'est produit avec le soutien et l'approbation des pays occidentaux. C'est quelque chose que j'ai découvert à cette époque-là, à l'époque, grâce au site Les Crises d'Olivier Berrouillet. Oui. C'est l'importance dans le mouvement de Maïdan des éléments ouvertement néo-nazis. Oui. C'est-à-dire, bandéristes, mais même néo-nazis, c'est-à-dire affichant des symboles nazis, qu'ensuite, et alors ça c'était au moment de Maïdan, et depuis, la réalité qu'en Ukraine, année après année, on supprime tous les noms de rues, on détruit tous les monuments qui étaient dédiés aux vainqueurs du nazisme. Oui, aux héros de l'Union soviétique. Voilà, tout ça. Mais même les résistants, même des figures héroïques. Je me rappelle d'une figure féminine, une jeune fille qui devait avoir 17 ou 18 ans, qui était résistante, qui était pendue par les Allemands. Donc une figure uniquement héroïque, il n'y a rien à dire contre elle. Au contraire, c'est une figure admirable. Eh bien, on a démoli sa statue. Et on met à la place, on donne des noms de rues, pas mais des milliers de noms de rues. On construit des monuments aux collaborateurs de l'Allemagne nazie. On les honore. Et pour prendre conscience de cette réalité-là, en fait, c'est pas difficile. Moi, j'en ai parlé autour de moi. J'avais découvert ça d'abord grâce au site Les Crises. Ensuite, en fait, quand on commence à chercher, on trouve très vite les informations. Ou par exemple, pour les noms de rues, c'est très facile à vérifier avec Google Maps. Vous voyez, vous cherchez les noms de rues, par exemple, vous cherchez les rues Bandera ou les rues Shutkevich, etc. Il y en a beaucoup. Vous cherchez ces noms-là, vous les trouvez. Mais cela ne suscite aucune réaction en Occident. Oui, et alors que j'aurais imaginé que c'était quelque chose d'inimaginable pour nous. Et je suis, en fait, extrêmement surpris de ça et extrêmement inquiet de ça. C'est-à-dire, je me demande ce que cela dit sur nous. Parce qu'il y a quand même une autre réalité, elle aussi évidente pour les Russes, c'est que cette situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire de bloc européen unis contre la Russie.
ben, en fait, elle rappelle beaucoup la situation de 1941. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'Allemagne nazie qui a attaqué l'Union soviétique, c'est l'Allemagne nazie et ses alliés, donc, des contingents de volontaires envoyés par presque tous les pays de l'Europe continentale qui à l'époque étaient ou bien soumis à l'Allemagne ou alliés de l'Allemagne. Hein, donc, je ne sais pas, il y a eu le contingent italien, il y a eu le contingent espagnol, il y a aussi eu d'ailleurs un anticommuniste. Oui, donc, le contingent, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui plus tard sont devenus la division Charlemagne. Alors, même si, par exemple, du côté russe, quelque chose qui est très important pour les Russes, dont tous les Russes ont entendu parler à l'école, le régiment Normandie-Niemen. Les quelques volontaires français qui ont été envoyés par De Gaulle pour combattre aux côtés des Russes, donc en l'occurrence c'est un régiment d'aviation, mais tous les Russes connaissent cette histoire, elle est enseignée dans toutes les écoles. Mais alors aujourd'hui, en fait, c'est une chose que je vois exprimée, qui par exemple est exprimée dans ce communiqué dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils le disent, nous ne reconnaissons plus la France. Vous voyez, parce que, voyez, par exemple, une chose que j'ai vue à Moscou, donc lors de l'une de mes visites, je suis allé, en fait, j'ai même été hébergé à l'ambassade de France, qui d'ailleurs est dans un palais russe magnifique, qui est un ancien palais construit par un riche marchand du 19e siècle, qui en fait avait été donné à la France par Staline. Vous voyez, mais que la France a toujours, ça fait partie de l'ambassade de France. En fait, j'ai dormi là, c'est le plus bel endroit où j'ai jamais dormi. Hein. Donc voilà. Et j'ai dormi dans un palais, voilà, c'est la seule fois de ma vie que j'ai dormi dans un palais. Un cadeau de Staline à la France. Voilà. Mais donc, vous avez l'ambassade de France avec ce palais, et puis devant, donc sur le trottoir, il y a un panneau qui a été mis par les autorités russes. Que dit ce panneau ? À cet endroit, en 1945, le général de Gaulle a décoré les pilotes du régiment Normandie-Niemen. Vous voyez ? Donc, il n'est pas dit ambassade de France, il est dit, voilà, le général de Gaulle, ici, a décoré les pilotes du régiment Normandie-Niemen. Parce que tous les Russes connaissent cette histoire. Et donc, quand ils voient, vous voyez, quand ils nous voient appuyer, donc, alors évidemment que l'Ukraine, ça ne se résume pas aux nationalistes, mais c'est quand même une réalité, et qui évidemment pour les Russes est insupportable. Vous savez que, enfin, dans les objectifs de l'opération militaire spéciale, comme l'a appelé Poutine, il y a ce qu'ils appellent la dénazification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que, comme chez nous, ça ne soit pas possible d'arborer des symboles nazis. Vous voyez, qu'on ne se mette pas à honorer les anciens collaborateurs. Et là, en l'occurrence, alors c'est en Ukraine, voilà, c'est ouvert, c'est partout. Hein, vous voyez, j'ai vu des images, par exemple, de soldats ukrainiens qui avaient leurs tranchées, et puis au-dessus, ils avaient mis un drapeau à croix gammée. Vous voyez, je ne dis pas que tous font ça, mais c'est des choses qui existent. On peut se promener dans les rues de Kiev avec un t-shirt sur lequel il y a une croix gammée, personne ne vous dira rien. Vous voyez, et je crois savoir, parce que c'est ce que m'ont dit des voyageurs qui sont allés dans ces pays, que en fait les symboles nazis, on les voit aussi pas mal dans les pays baltes. Ah oui, bah ça, avec également, là aussi, c'est-à-dire les célébrations du 9 mai 1945, c'est-à-dire de la victoire sur l'Allemagne nazie, sont de fait interdites. Et au contraire, on honore les anciens ou des anciens collaborateurs de l'Allemagne nazie, y compris des gens qui ont été des criminels de masse. Vous voyez ? Et donc, comment est-ce que c'est possible ? C'est une chose que j'aurais jamais imaginé autrefois, qu'on puisse faire une chose comme ça.
Mais c'est basé sur le niveau d'ignorance collective de nos populations aussi, qu'on ne cherche pas particulièrement et de moins en moins à éduquer, à former, pas seulement aux mathématiques, mais aussi à l'histoire, mais aussi à une vision chronologique de l'histoire. Puis tout le monde sait, enfin ça fait partie de, quand même, voilà, que le régime nazi... donc quand même, oui, mais il y a une inversion des valeurs. Il y a une inversion, mais totale. Alors évidemment, on ne va pas montrer à la télévision ces symboles en nous disant ah c'est super, ils honorent. On ne va pas nous le montrer, mais nos dirigeants doivent le savoir. Non, puis on a pris un président ukrainien, on a choisi un président ukrainien dont on dit qu'il est juif, donc hop, ça escamote. Oui, donc effectivement, comme il est juif, ça veut dire qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine, etc. Par principe. Donc, oui, d'ailleurs, on se demande, là aussi, c'est des choses que j'aurais jamais imaginé possibles. Enfin, c'est-à-dire des alliances, voilà. Enfin, je comprends pas. D'ailleurs, là aussi, les Russes le disent. Comment c'est possible? C'est-à-dire, eux non plus ne comprennent pas. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, vous avez en Ukraine, donc voilà, ces symboles, ces personnages qui sont honorés. Mais tout à l'heure, j'ai parlé des 27 millions de morts de l'Union soviétique. Mais dans l'Union soviétique, il y avait en particulier la République socialiste d'Ukraine, qui a connu presque 3 ans d'occupation. Et en presque 3 ans d'occupation, elle a perdu 1/5 de sa population. C'est-à-dire, l'occupation de l'Ukraine, c'est 6 millions de morts. D'ailleurs, 1/4 de juifs, à peu près. C'est voilà, parce que la population juive était très importante. Donc, ils ont été victimes principalement de la Shoah par balle. Par exemple à Babi Yar, mais partout. Mais également, toutes les familles ukrainiennes ont été touchées. Donc comment c'est possible qu'on ait cette résurgence? C'est-à-dire que je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, par exemple, sont morts dans des bataillons nationalistes qui arborent ce type de symbole des personnes dont les grands-parents avaient été victimes des envahisseurs nazis. Vous voyez, je ne comprends pas comment c'est possible, mais c'est une réalité. Fait, oui. Mais parce qu'il y a aussi une amnésie et une identification de la Russie à l'Union soviétique. Or, comme c'est à la fin de l'Union soviétique que l'Ukraine a vécu une petite seconde période d'indépendance, il y a ça aussi. Il y a cet anti-soviétisme. Oui, mais ça veut dire qu'on finit par penser que, en quelque sorte, l'anticommunisme justifie tout. Mais à la fin, vous voyez, mais avec ce type de raisonnement, on va finir par réhabiliter le Troisième Reich. Parce que l'ennemi principal du Troisième Reich, c'était bien la Russie bolchevique. Mais aujourd'hui, on en est là, en quelque sorte. Et on a dans les journaux le même type de discours que celui qu'on pouvait trouver dans les journaux collaborationnistes sous l'occupation, quand il s'agit de la Russie. Donc, encore une fois, moi, je suis stupéfait de ça, et je suis très inquiet de ça. C'est-à-dire, je me demande ce que ça signifie sur nous. Et j'ai pas de réponse à cette question. J'essaie juste de sensibiliser. Mais je vois que je me heurte, mais y compris autour de moi, à finalement une absence de réaction. Une indifférence. Ou une indifférence, ou parfois j'entends les gens me dire des choses incroyables. Par exemple, je me souviens d'un mathématicien, à qui j'avais parlé de ça, qui me répond bah oui, mais les Ukrainiens ont bien le droit d'être nazis. Ah bon? Oui, un mathématicien français m'a dit ça, textuellement. Où il y a quelque temps, j'ai rencontré un autre professeur. Vous voyez, je parle de gens du monde académique. Donc, voilà, je lui parle de ça. C'est-à-dire cette réalité qui fait partie de l'Ukraine d'aujourd'hui et que je trouve terrible pour tout le monde, mais d'abord pour les Ukrainiens d'ailleurs. Je lui parle de ça. Voilà, donc les symboles nazis, les honneurs rendus aux nazis. Alors là, il me répond pas là-dessus, mais justement, tout de suite, il passe à un voyage qu'il a fait récemment dans l'un des pays baltes. Vous voyez, donc le glissement.
Et là, il me dit, bah oui, mais voilà, je suis allé dans un tel pays balte, et en fait, j'étais content de voir que aujourd'hui, il y a un pluralisme qui n'existait pas, évidemment, à l'époque soviétique. Donc, vous voyez, Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Une manière ça veut dire de il a justifier vu. indirectement. Mais oui, ça veut dire il est content que soient autorisés ces symboles nazis dans les pays baltes. Ouais. Donc je suis, vous voyez, c'est-à-dire, ça m'arrive d'entendre des réponses qui me laissent interdit. Et donc je suis inquiet. Mais aussi de ça, c'est-à-dire il y a les dangers, le danger de guerre, mais il y a aussi un danger intérieur. Donc en fait, je trouve qu'on est sur une mauvaise pente. Vous voyez, d'ailleurs, enfin, vous pourrez dire, vous voyez, cultiver l'hostilité à ce point-là, par exemple, croire aussi facilement tout le mal que nous entendons au sujet de la Russie, honnêtement, ah oui, c'est pas une bonne chose. Hein. Non. C'est pas, il faut. Ça n'est pas seulement confondant de bêtises. Oui, c'est aussi qu'on. Non, c'est pas seulement confondant de bêtises. Bon, eh bien, là, nous terminons sur une note grave, effectivement, d'inquiétude réelle, d'inquiétude qui a des bases, d'inquiétude qui a des points d'appui incontestables et sur lesquels on aimerait bien trouver les uns et les autres des parades. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et des parades, bien sûr, dans l'éducation à la curiosité, l'éducation à... On a moins parlé d'éducation, mais peut-être ce sera l'occasion d'une autre conversation. Éducation aussi, d'ailleurs, de notre classe diplomatique, parce que moi, ça m'effraie beaucoup, si vous voulez, l'ignorance de l'histoire. Il y a un mot que les Russes emploient beaucoup. Escamoter le réel. Ils disent ils attendent que les gens soient professionnels, en particulier les diplomates, mais à tous les niveaux. Vous voyez, c'est un mot très important pour eux. C'est-à-dire compétent, ayant les connaissances requises. Et par exemple, il y a une grande école de diplomatie russe. Mais vous voyez, une chose qui, évidemment, existait aussi dans la tradition française. C'est quelque chose dans l'histoire que la diplomatie française. Absolument. On a des siècles de diplomatie derrière nous. On est même un peu, en quelque sorte, le pays qui a enseigné au monde la diplomatie. Je suis d'accord. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Là aussi, il y a c'est même pas du renoncement, c'est juste qu'on a oublié ce que c'était que la diplomatie. On ne sait plus faire. Quoi. On a encore quelques très bons et grands diplomates, mais ils sont... c'est la portion congrue aujourd'hui. Et on ne les forme plus comme on devrait les former. Justement, à la curiosité, au déplacement du regard, à être aussi polyglotte, mais au-delà simplement de parler les langues étrangères. Bon, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. On pourrait poursuivre longtemps cette conversation. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps. Je suis certaine que cet entretien très, très original et très fondamental dans ce que nous avons pu aborder va intéresser mes auditeurs, nos auditeurs. Et voilà, je vous remercie encore une fois de votre franchise, de votre liberté de ton, d'expression, de sensibilité. Et sans doute, je l'espère, à une prochaine fois. On trouvera un autre angle. Mais celui de l'éducation est effectivement très, très important. Aussi, très, très important. On pourrait parler de ce qu'il faut faire. En fait, la situation dans laquelle nous sommes a certainement à voir aussi avec la destruction de l'éducation. De l'école et de l'éducation. Ce sera Voilà, on a notre sujet pour la prochaine fois, si vous me faites l'amitié de revenir. Merci infiniment, Laurent Lafont. Merci à vous. Merci.